Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Plein de soleil ici à Longarry, Saint-Laurent. Bonjour Lilou. Bonjour matinal et hivernal. Ouais, très heureux de te retrouver dans ce cadre ici. Nous C'est top. sommes à Longarry, au bord du lac de Lacano, pour passer un bon moment ensemble. Ouais, bel endroit. Ouais. Très inspirant. Ouais, inspirant, Ouais. l'eau est calme, il n'y a pas un pet de vent alors que quand même Lacano est connu pour son vent, on a les cygnes en face de nous, les bateaux. Et moi je suis ravie de refaire une autre vidéo avec toi Laurent, cette fois-ci en personne. La dernière fois on s'était fait ça sur Skype. Ouais, merci à toi de me réinviter, c'est vraiment un plaisir. Ouais, la dernière fois on avait parlé du Vastu, donc la médecine de l'habitat. Ouais. D'ailleurs il y a un livre très prochainement qui sort chez Très Daniel sur Mm. ce thème-là. Donc ça c'était l'autre vidéo. Là en fait ce qui m'intéresse et ce que je trouve que tu es particulièrement doué encore, je veux dire avec tellement d'expérience, c'est même pas doué, c'est l'expérience qui parle aussi de dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Tu as passé du temps en Inde. Ça me rajeunit pas tout ça. Ça te rajeunit pas, mais ton expérience tu la transmets très bien. Moi pour avoir participé à un de tes stages de méditation et de respiration pranique et yogique, franchement c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. De la lota aussi, de l'utilisation de la lota. Qu'on va vous montrer, qui est cet objet-là pour donc se nettoyer, mais c'est pas que, mais on va voir tous les bénéfices parce que c'est énorme. Il y a beaucoup d'effets. Toi, ce parcours-là, à quel moment, depuis combien de temps, à quel moment tu as découvert l'importance de ces respirations-là, de ces méditations, de ces pratiques? Tu t'es laissé embarquer ou je veux dire, c'est l'âme qui t'a appelé, genre wouh! Non, je pense que je suis tombé dans la soupe dès l'enfance en fait. Parce que j'étais très rapidement confronté, très jeune, à des expériences intérieures assez fortes. Ah ouais. Et du coup, j'ai eu spontanément un attrait pour tout ce qui était la recherche intérieure. Ça m'a pris dès l'adolescence. Et... Tu veux dire, tu as eu un éveil comme de Kundalini ou spontané ou d'un seul coup ou juste une curiosité? Je dirais des expériences qu'on pourrait qualifier de paranormales, mais quand tu es gamin, le paranormal, ça n'existe pas. Si tu veux, pour toi, tout est normal. Donc, et puis je me suis confronté quand même au monde des adultes, tu vois bien qu'il y a un décalage. Ouais. Et puis en fait, c'est à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de tomber sur des bouquins. Et là, du coup, ça m'a complètement reconnecté parce que... Genre quel bouquin? Sur la tradition tibétaine, ça parlait effectivement de voyage intérieur, de choses que je connaissais, mais en fait, personne n'avait mis des mots dessus. Et du coup, c'est vrai, quand t'es gamin, tu te dis, est-ce que je suis vraiment normal? Ouais. Et puis là, ça m'a réconcilié. Ouais, parce que l'intérêt des autres au même âge, il n'est pas le même que toi. Je veux dire que, je me suis aussi intéressé à la vie, mais il y avait toujours ça en toile de fond. Ouais. Et puis, à partir de ce moment-là, ça c'était en 71. Donc, tu vois, là on est précis, là, ça y est, on sait l'âge que tu as. Non, c'est pas grave. Et j'ai commencé en fait à faire des exercices, mais d'une façon assez empirique, au travers des livres. Et puis, 2 ans plus tard, je me suis plus impliqué, je dirais, en rejoignant des groupes qui proposaient de la méditation, et petit à petit j'ai découvert, notamment j'ai découvert la lota assez tôt, je devais avoir à peu près 18 ans, et ça m'a vraiment relâché de tas de problèmes que j'avais. Donc là c'était plutôt, je dirais, un appel plutôt physiologique. Toi t'es parent de médecin, c'est ça à la base, non? Du tout. Je croyais. Non, pas du tout. Et en plus, les parents... Parce que des fois, ça te demande de dépasser le schéma familial aussi. Non, les parents n'étaient pas du tout... mon père, dessinateur industriel, maman, vendeuse dans les grands magasins à Paris. Bon, mais toi, tu as tracé ta route en tous les cas. J'ai tracé ma route. Mais je leur en suis hyper reconnaissant, c'est qu'en fait... quand j'étais gamin, je leur parlais justement d'expérience, si tu veux, et ils m'ont toujours foutu la paix avec ça. C'est-à-dire que j'étais un gamin avec beaucoup d'imagination, selon eux, et tu vois, ça m'aurait quand même embêté s'ils m'avaient envoyé chez le psy, tu vois, parce que c'était quand même... Il y a des parents qui font ça, oui, puis là tu tombes justement en dehors du cadre, si tu veux. Qu'il faut pour justement explorer pleinement ce potentiel plus mystique. Et donc du coup, ils m'ont foutu la paix et c'était très bien. Et puis après, j'ai fait mon envol à partir de la fin de l'adolescence.
voilà, puis bon, j'ai fait pas mal Et d'expériences. après, c'est là où tu es parti en Inde ou... Ça, c'est beaucoup plus tard, en fait. Ouais. Dans les années 70, on avait quand même la chance d'avoir beaucoup de gourous qui venaient aussi en Occident. Et donc, moi, dès qu'il y en avait un qui passait dans le coin, évidemment... C'est ça, t'en as rencontré pas mal. Oui, bah, oui, j'en ai rencontré pas mal. Bon, je me suis investi au début, c'était hyper à la mode dans les années 70 avec la méditation transcendantale. Ouais. Ça, c'était, et j'ai eu la chance dans mon parcours, parce que je suis devenu instructeur un peu plus tard, de rencontrer Maharishi et d'avoir un contact un petit peu personnel avec lui. Et qui a été hyper fort, mais extrêmement puissant en termes d'expérience. Ouais, là, il y a eu un truc qui s'est passé. C'est-à-dire que ce genre de personne, bon, je tiens à le dire dès maintenant que en fait, tu es venu à une certaine fin par rapport à la méditation transcendantale. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose et après, voilà, tu as passé ton chemin et tu as fait d'autres choses. Oui, je suis resté une dizaine d'années. Quand même. Ouais, quand même, parce que moi, je pense que quand tu t'impliques dans quelque chose, il faut aller un peu au bout. Je ne dis pas que j'ai été au bout du bout, mais tu vois, on est tellement dans l'ère du consumérisme aussi, où les gens vont un peu là, tu vois. Moi, ça, j'ai du mal à comprendre. Et oui, je suis resté même un peu plus d'une dizaine d'années. Toi, ça te convenait, c'est ce qu'il fallait que tu vives de toute façon. Plus j'ai avancé, si tu veux, plus il y avait un décalage, je dirais, entre l'énergie du maître. Et puis un petit peu, je dirais, cette structure pyramidale où, c'est ça dont il faut se méfier quand même ou être vigilant. Les gens sont sur leur chemin, si tu veux, et donc il y a forcément par moments des dérives, et puis voilà, bon, j'ai préféré, mais moi j'aime pas trop critiquer parce que non, mais c'est important d'en parler parce que tu as quand même vécu quelque chose et c'est pas le but entier de cette interview, mais là je le vois et l'importance, parce que c'est vrai, quand on est dans un passage de vie où on demande d'informations, d'apprentissage, d'éveil, on peut être perdu dans ses repères, c'est quand même important aussi qu'on gagne tous en discernement, en recul et en expérience, comme tu partages là aussi. Dans chaque chose, si tu veux, on est dans un monde de dualité, il y a du bon, même du très bon, et puis parfois il y a des choses qui sont moins bonnes, et c'est là où il faut quand même exercer son discernement, mais vraiment avec son cœur. Parce que quand tu fais ce cheminement intérieur, par moment tu es confronté à des difficultés, et c'est peut-être pas le moment justement de jeter le truc, parce qu'il faut que tu approfondisses. Moi j'ai passé une dizaine d'années, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis après, pour faire rapide, j'ai rencontré aussi un Swami. Avant de nous parler de ce Swami, parle-nous de ce moment où tu l'as rencontré, tu l'as croisé. Maharishi. Maharishi, parce que c'est quand même intéressant ces moments de voir aussi l'importance et l'impact de rencontrer des personnes éveillées aussi sur ce chemin, et l'impact que ça a juste au niveau énergétique presque, même complètement, vibratoirement parlant. C'est même difficile de mettre des mots. Pour la petite histoire, en fait, j'étais dans une immersion de méditation, si tu veux, pour être une retraite pour être instructeur. Et je suis resté 8 mois, si tu veux. Donc tu mijotes bien quand même, sur des durées longues comme ça, avec quand même beaucoup d'heures de méditation par jour, plus des satsangs évidemment du maître. Et puis c'était dans un monastère en fait en Allemagne, et là un jour, en sortant en fait de la classe, dans un couloir, je rencontre Maharishi. Le couloir était étroit, donc forcément il y allait avoir une proximité, et en fait quand je suis arrivé près de lui, en fait tout le monde tel que je le connaissais a disparu. Je voyais des fils d'or en fait descendre partout. Je touchais plus terre, D'ailleurs je ne sais même pas où j'étais. Et puis voilà, je l'entendais parce qu'il parlait avec un jeune pandit qui était avec lui, mais visiblement je sais pas, je me suis branché sur son énergie, j'en sais rien ce qui s'est passé. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis resté pendant 24 heures, même peut-être un peu plus longtemps, mais dans un état méditatif. Mais quand tu vis la méditation, tu ne te poses même pas la question de savoir si c'est de la méditation. Tu le sais, c'est évident. Et puis tout d'un coup, ça s'est... Pop C'est comme si tu avais switch off l'interrupteur. Tu redescends dans ton habit qui te paraît un peu étriqué, un peu froid.
Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, c'est qu'en fait le lendemain, je recroise Maharishi Incroyable. Ah ouais, c'était... Parce que c'était rare de le voir comme ça. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Et puis en plus, et on se croise, il s'arrête un instant en me regardant, tu vois, mais c'est, je sais pas, 2-3 secondes, tu vois. Et le moment de télépathie. Et là, tac, j'entends un message en moi sans que ses lèvres bougent. Hein. Vraiment, il m'a parlé à l'intérieur. Il m'a dit, tu vois cet état, il va falloir que tu le retrouves par toi-même. Ouais. Tu vois cet état, il va falloir que tu le retrouves par toi-même. Avec le petit accent indien. Et la tête qui bouge. Non, ouais, c'est ça. Non mais à l'intérieur, excellent. Donc c'était vraiment télépathique. Ouais. Et ça, en fait, ce qui est fou, c'est que quand on a soi-même ces expériences-là, elles sont indiscutables parce que c'est tellement palpable, tellement vrai, tellement tout que tu sais que c'était ça. Ah, tu t'es pas fait un mood making comme on dit, tu vois, une espèce de truc sur lequel tu te projettes, pas du tout. Moi, je savais même. Et ça te marque à vie en plus. Ah bah ça a scellé, bon je l'avais déjà si tu veux, je dirais cet enracinement dans cette recherche intérieure, mais c'est vrai que quand il t'arrive quelque chose comme ça, ça t'ouvre. Même si c'est 24 heures, si tu veux, ça t'ouvre, tu dis, bah ouais, ça ma mission de vie en fait. Et puis moi, la méditation, c'est ma vie, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc dans les pratiques méditatives, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce que je voulais surtout, parce que moi, ce que j'ai expérimenté avec toi, que je trouve vraiment génial, c'est ces respirations yogiques. Donc c'est vraiment du yoga. Parce qu'en fait, le yoga, parlez-nous du yoga, surtout au sens large, et comment tu le vois et comment ça se décline. Parce que finalement, on entend parler du yoga, comme tu le sais, des postures, d'aller en salle, etc. Mais c'est pas vraiment ça au sens le plus pur du terme. Enfin, c'est plus large, c'est plus vaste. Oui, le yoga, c'est très vaste. Et ça se décline en différentes, je dirais, outils, quoi. Ce sont des outils qui sont à disposition pour éveiller les êtres humains. Alors le plus connu, évidemment, ce sont les asanas avec les postures, mais il y a des exercices sur le souffle. C'est super, d'ailleurs, parce que ça me fait penser, si tu veux, à ce que disent les taoïstes, tu vois, comme il y a 4 façons de se nourrir. Bon, il y a l'alimentation, bien sûr, mais il y a aussi justement le prana, l'énergie. C'est une façon de se nourrir. On retrouve cette notion dans la physiologie du yoga, si tu veux, c'est avec le corps physique, le corps pranique, qui en fait est le support de la santé, mais en même temps, apprendre à bien respirer, c'est aussi permettre de te connecter intérieurement sur des niveaux plus subtils. Ouais. Donc là j'ai cité la nourriture et puis le prana, l'énergie vitale, mais tu as aussi les relations, parce qu'on est dans un monde de relations, hein, ce qu'on fait en ce moment. Et alors c'est au sens large, hein, c'est-à-dire tu peux t'investir dans l'art, tu vois, mais tu restes pas, tu vois, seul isolé. Au monde, quoi, isolé. C'est très très important. Pourtant, plein de maîtres se sont isolés dans des caves et au loin. Mais ça, c'est différent. C'est pour un temps particulier, pour certaines raisons. Tu vois, quand j'ai fait 8 mois de méditation, enfin bon, entre autres, hein, parce que j'ai quand même pas mal mijoté dans les ashrams. Mais ça, c'est un temps. Tu vois, tu as des temps pour faire ça. Et puis après, c'est aussi le partage. Puis tu apprends au travers de la vie. La vie, c'est un enseignement permanent. Hein, d'ailleurs, quand tu vas tu le veux bien, ça aide d'ailleurs de le voir comme ça. Ouais. Même surtout au ce moment. Je dirais même si tu le veux pas, parce que en fait, quel est le but de tout ça, tu vois? Si vraiment tu te poses, et puis c'est vrai qu'en ce moment on est dans une période quand même sociétale assez particulière, mais c'est pas facile, mais en même temps il y a des opportunités. Et ouais, alors. Tu parlais des techniques de... j'ai pas cité la dernière façon de se nourrir. Ouais. C'est le lien dans la verticalité. Alors vous l'appelez la spiritualité, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce lien en fait de verticalité, puisqu'on dit dans la tradition taoïste que l'homme c'est une jonction, en fait, une union des énergies du ciel et des énergies de la terre. Tu es dans la matière, mais en même temps tu es connecté à des énergies supérieures. Et donc ces 4 aspects, si tu veux, sont hyper importants pour développer une belle personnalité. Ouais. Tu vois, mais l'un sont infusés dans l'autre. Difficile presque de les compartimentaliser. Ouais, mais ils ont chacun un peu leurs attributs. C'est pour ça qu'il y a des techniques sur le souffle. Tu vois, pour dynamiser le prana. Comme tu as des asanas,
pour travailler sur le corps. Ça le dynamise le prana ou ça nous permet de le recevoir plus consciemment Les deux. Les deux. C'est-à-dire que le prana, il est là, tout autour de nous. Ici, on a un endroit qui est super parce qu'il est très chargé, il est très porteur. Surtout le matin, là, on dit que l'énergie pranique, elle est forte le matin, puis elle a tendance à décroître dans la journée. Mais les techniques, elles permettent de recevoir ce prana, mais en même temps, si ton récipient il est déjà plein ou il est encrassé, tu vois, tu as du mal à le prendre. Et donc les exercices, ce sont que des méthodes, des exercices, mais qui permettent justement de te connecter à cette énergie vitale. Et puis ça permet de développer la santé, développer plein de choses. Au sein de dans les respirations, il y a plein de sortes de respiration. Tu vois, tu nous as fait faire du yoga nidra, du yoga, plusieurs sortes de moments de yoga. Oui, il y a les kriya mudra, il y a différentes techniques. Déjà, il y a des techniques différentes parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes outils sur un parcours personnel. Et puis, il y a des personnes qui vont être plus attirées sur un travail physique ou d'autres sur un travail plus énergétique. Bon, ça, c'est pour ça qu'on est tous différents. On n'a pas forcément besoin des mêmes outils. Mais ce qui est important, c'est d'approfondir l'outil qui t'est mis à disposition. Parce que sinon, ça ne développe pas vraiment ses effets. Tu vois, on parlait de la lota. La lota, c'est super. Hein. Ça décristallise la pinéale. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Bon, mais si tu pratiques une semaine, c'est un peu léger, tu vois. Il faut le pratiquer sur du long terme, mais tu as des effets physiques, tu as des effets physiologiques. Là, comme, puis clartés, d'esprit, de vision, c'est ça. Quand tu as fait la lota, tu vois pas. Vas-y, montre-la nous, parce qu'on va vous montrer aussi, il y a une petite vidéo qui est explicative de comment l'utiliser, parce que c'est quand même... elle se présente sous différentes formes, mais en général c'est ça. C'est un petit récipient dans lequel on met de l'eau tiède, tiède à peu près à la température du corps, peut-être un petit peu moins. On rajoute du sel pour que ça soit ce qu'on appelle isotonique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de différence entre la salinité de l'eau et le milieu intérieur, qui est salin. Le sang, c'est 7 grammes par litre, à peu près ce qu'on dit. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle une douche nasale. La technique s'appelle Neti. Elle fait partie des Shatkarmas du Hatha Yoga. Bon, je ne vais peut-être pas être trop technique, mais il y a 6 techniques en fait. Et le Neti, qui se décline lui aussi en 2 techniques. Il y a le Jala Neti, Jala c'est l'eau, donc ça c'est le nettoyage à l'eau salée. Il y a le Sutra Neti, c'est un petit cordon. C'est particulier. Je les ai toutes pratiquées, mais c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu moins facile, on va dire. C'est un petit cordon que tu enfiles dans le nez, tu rattrapes là, puis hop, tu fais comme tu sais, comme avec ta serviette après la douche pour t'essuyer le dos. Un peu pour celui-là. Je vois. Non, tu nous feras une petite démo de ces cas. Si tu veux. Mais là, je suis pas sûr que ils vont adhérer autant que ça. Non, ça, franchement, c'est hyper facile. C'est très agréable. Ce qui fait la différence, parce que moi j'avoue que ce qui fait toute la différence aussi, c'est d'avoir les bonnes explications. C'est ce que j'allais dire, parce que quand tu es venu au stage, quand j'ai sorti la lota, t'as fait la tête. Non, mais ce truc-là. Parce qu'en fait, tu n'avais pas fait la bonne expérience de la lota. Et pourtant, j'en ai tellement entendu parler, et là, d'un seul coup, quand tu l'as expliqué, tout ce que tu expliquais, ça coulait de source. Et puis quand tu le fais avec le bon dosage, le bon truc, les bonnes explications, on fera ça se goûte, c'est-à-dire ça se goûte. Oui, tu goûtes l'eau. Comme ça éduque en fait, si tu veux, ton taux de salinité. Après tu retiens, et puis après c'est... Oui, parce qu'en gros c'est une cuillère à peu près c'est une cuillère à café un petit peu bombé pour à peu près ce volume là. Que tu divises en 2 et que tu fais chaque narine et hop. C'est ça. Avec quelques respirations après derrière. Ces respirations là, ce qu'on appelle le Kapalbhati, qui est à la fois un pranayama, mais c'est pas donc un exercice quand on dit pranayama, ce sont des exercices sur le souffle qui font partie du Hatha Yoga. Dans le Hatha Yoga, il y a les asanas, donc les postures, les pranayamas, les exercices sur le souffle. Puis après, il y a d'autres types d'exercices comme les mudras, les bandhas. Bon, je ne vais
pas développer. Si, c'est très intéressant, mais c'est bien c'est bien pour pouvoir situer tout ça. Si, alors les mudras, si tu veux, c'est bon, voilà, les mudras, c'est les plus connus, tu sais, quand quelqu'un est en méditation, qui met les mains comme ça, bon, Chin Mudra, Gyan Mudra, tu as des mudras des yeux, si tu veux, quand tu regardes intérieurement ce point entre les sourcils, eh bien, les mudras permettent de diriger l'énergie. Même si tu n'as pas vraiment conscience de ce qui se passe, si tu veux, dans l'énergie, parce que c'est très subtil, eh bien, ça donne une certaine orientation. C'est pour ça, c'est pas pour faire, tu vois, exotique ou quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'énergie. Ça dirige l'énergie. Ouais. Et les bandhas, pour terminer dans la partie du Hatha Yoga, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des verrouillages. C'est pour contracter l'énergie dans certaines zones. Comme par exemple, tu vois, quand tu rentres fortement le menton, là c'est un bandha qui s'appelle Jalandhara Bandha, qui permet de verrouiller, d'avoir une action aussi sur ce centre psychique de la gorge. Donc en fait c'est assez technique le yoga, et ça permet de nettoyer, de débloquer des énergies. Donc là tu as des trucs qui peuvent remonter à la surface d'un seul coup. Ah bah mémoires, des émotions. Dans toutes les pratiques. Dans toutes les pratiques. Ça peut être surprenant d'ailleurs des fois, non? Tu as eu des fortes expériences comme ça, où d'un seul coup tu as un truc qui est revenu, remonté à la surface, qui est sorti de nulle part après des années de pratique? Ouais, j'en ai eu quelques épisodes où tu te roules un peu par terre parce que ça pousse. Et puis dans ces moments-là, évidemment, tu sais, tout de suite au niveau émotionnel, tu as des choses assez fortes parce que bon, tu as peur de mourir, tu vois, quand il y a vraiment de l'énergie forte qui monte. Disons, oui, c'est vrai. Et c'est là où c'est super important, c'est de travailler justement sur son ancrage. Ouais. Et ça, combien de fois j'ai vu les élèves qui viennent, qui aspirent en fait à des ouvertures vers le haut. Mais moi je leur dis toujours, mais il faut vous occuper aussi un petit peu de l'ancrage en bas, parce que plus vous serez relié en fait vers le bas, et plus vous pourrez monter haut. Moi j'aime bien prendre cette image, tu sais, du balancier. Tu sais, le balancier de l'horloge, en fait, il va d'un côté, mais pourquoi il va par là? C'est parce qu'il est capable aussi d'aller par là. Tu vois, il y a le côté d'inertie, et plus tu seras capable d'explorer, je dirais, ta zone d'ombre intérieure, et plus tu pourras aussi avancer dans la lumière. C'est beau ça. Ouais, mais en même Quel temps, enseignement en soi, ça. c'est la même chose quelque part. Mais oui. Parce que il faut relâcher aussi dans l'obscurité, tu vois. Et ce qui est aussi difficile que de relâcher quand tu es dans la lumière, parce que parfois il y a des gens, ils ont des ouvertures, mais en fait quand c'est trop fort, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, parce qu'en fait l'ancrage n'est pas suffisamment installé. Donc toi, juste deux mots sur l'ancrage, parce que tu en parles, c'est quand même important. Qu'est-ce qui ancre? C'est capital. Nous, moi j'enseigne des techniques comme le Kriya Mudra, qui sont des super techniques pour justement travailler sur ces 3 centres psychiques du bas, Manipur, Svadhisthana, Muladhara, qui sont des lieux qui concentrent énormément en fait de mémoire qu'il faut décristalliser, qu'il faut petit à petit libérer pour justement pouvoir être suffisamment stable, je dirais, dans la tempête. Et en ce moment, bon, pas ce matin, mais si tu veux, on a des tempêtes sociétales, tu vois, on a des tas de choses qui sont compliquées. Et quand le vent souffle trop fort, si tes racines ne sont pas là, tu tombes, et puis après tu mets des semaines, voire des mois à remonter. Alors que quand il y a vraiment ce lien qui s'établit, tu as un petit malaise 1 heure, quoi, puis après, tu vois, tu te recentres. C'est tellement important de nos jours. C'est super important. C'est vrai que sinon là on souffle là où le vent souffle, et c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il faut là. Non, mais c'est tellement important de tout ça pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir être à sa place, pour pouvoir cheminer et œuvrer, pour pouvoir recevoir des idées qui sont appropriées au moment, pour avoir l'esprit clair et sain et autonome, indépendant même, indépendant, sans parler d'indépendance, c'est de faire son truc dans son coin, mais de raisonner par soi-même, c'est important aussi. Tout ça, c'est ça dont on parle là. C'est aussi le discernement. Tu vois, on parle des 3 centres psychiques du bas, mais ici, tu as ce qu'on appelle en Occident le 3e œil, le centre Ajna Chakra, qui est un centre extrêmement important parce qu'il a des propriétés particulières qu'on appelle en yoga Viveka et Vairagya. Viveka, c'est le discernement.
On traduit souvent par discrimination, mais bon, ce terme est un peu connoté, donc moi je préfère discernement. C'est cette acuité, si tu veux, qui te permet, indépendamment de ton histoire personnelle, là c'est faux, c'est vrai, enfin tu vois, tu as une résonance intérieure. Ça, c'est tellement bon d'avoir ça. Et oui, et Vairagya, c'est le non-attachement, c'est cette capacité à relâcher dans l'attention. Oh là là. Et c'est super intéressant, tu vois, pour pas mal de personnes, justement de faire un petit peu des asanas, de travailler sur le corps. Parce qu'avec le corps, quand tu le mets en tension, tu ne peux pas passer à côté. Tu vois, quand je sais pas, tu fais la pince, ça te tire sur les jambes, tu es confronté à la limite, même peut-être un petit peu à la douleur. Et si l'enseignant fait bien son boulot, normalement, il te fait travailler justement sur le relâchement, le souffle, qui te permet de relâcher dans la tension. La tension, c'est-à-dire en deux mots. Et quand tu es capable de le faire sur le corps, tu commences aussi à être capable de le faire sur le mental. D'accord. Tu vois, c'est... Alors, ça me fait penser au yoga karma, qui fait partie... Karma yoga. Karma yoga, voilà, qu'on avait fait lors de ce stage, où là, il y a des... pas travaux d'intérêt général, mais on va dire des choses qui peuvent être en lien justement et qui sont des merveilleuses images aussi et métaphores par rapport à ce qu'on est en train de vivre aussi. Je me souviens de ces moments déracinés. Voilà. Mais c'est intéressant de passer ces temps-là, ces temps d'observation et tu vois, et pas de le voir comme une labeur finalement, mais de le voir comme une métaphore pour vers là aussi notre évolution. Tu sais, moi j'ai été quand même pas mal dans les ashrams en Inde. Ah oui, ça oui, t'as dû en faire du karma yoga. Et en fait, on s'imagine, on va aller dans un ashram, on va faire plein de techniques, plein de méditations. Bon, on en fait un petit peu, mais il faut se lever déjà tôt parce que la routine, c'est tu te lèves à 6 heures, mais si tu veux faire un petit peu tes pratiques personnelles, tu te lèves à 4 heures. Et puis, en fait, on ne fait pas tant de techniques que ça, de pratiques. Il y en a un peu, mais la majorité du temps, c'est du karma yoga. C'est-à-dire qu'on va te mettre en situation. C'est un petit peu comme dans la vie, bon, c'est un peu différent, mais tu vas aller au jardin, gratouiller la terre, tu vas aller à l'imprimerie, classer des papiers, et puis c'est tellement parfait parce que l'énergie est là, qu'on va te mettre exactement à l'endroit qu'il faut, si tu veux, pour que tu puisses regarder ton monde intérieur. C'est-à-dire qu'on va te mettre dans une situation où, par exemple, tu es super à l'aise, tu vois, alors tu vas faire un karma yoga, c'est top, et puis tu vois, et il n'y a personne pour voir ce que tu as fait, si tu veux. Et à un moment, on dit, bon, c'est fini, merde, ils auraient quand même pu regarder, j'ai fait un super truc, tu vois. Bon, et là c'est le moment justement de te regarder dans ton intérieur, que tu as besoin, si tu veux, du regard de l'autre pour te valoriser, parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Alors que là, c'est justement pour t'enseigner de t'accompagner, là, de te valoriser, de te féliciter. Ça dépend ce que tu as à vivre aussi, parce que quelqu'un qui serait très peu construit dans sa personnalité, qui a besoin, tu vois, absolument d'être soutenu, là au contraire, il y a un swami qui va venir et puis qui va dire « Ah, dis donc, c'est super ce que tu as fait », tu vois, parce que la personne, elle a besoin, tu vois. Il n'y a pas de choses stéréotypées. Et c'est ça, en fait, la magie de la vie, c'est que c'est toujours du sur-mesure à chaque instant, dans un ashram comme ailleurs. Sauf qu'à l'ashram, t'es un peu plus broyé à la moulinette, quand même. Ouais, j'en ai vu faire le mur. Se barrer la nuit. Mais pas chez toi, pas là où tu es. Parce qu'il est à Castillon, la bataille, donc on est dans la Gironde. Là. C'est quand même assez soft. C'est soft, c'est pas comme en Inde. Non, on fait des choses intenses dans les pratiques, mais c'est quand même très très mesuré. Mais tu vois, pour finir le chapitre sur le karma yoga, tu peux aussi, si tu es justement dans un ego déjà un petit peu trop hypertrophié, on va dire, on va aussi te mettre par exemple dans quelque chose où tu es très mauvais. T'arrives pas. Et là, ça t'énerve, t'arrives pas parce que justement, tu vas pas supporter de ne pas arriver à faire une chose. Et là, tu peux être tranquille que tu auras un swami qui va venir dire « Oh, c'est pas terrible ce que tu as fait. » Et là, ça vient de chercher. Ah ouais, ça vient de chercher. Et là, ça commence à bouillir jusqu'au moment où ça explose. Des fois, ça explose. Et puis, il y a un truc qui est super bien fait du moins dans les ashrams que j'ai côtoyés, c'est que le soir, il y a le kirtan, le chant.
Ah oui. Des chants traditionnels, bon, ce sont des mantras en fait qu'on répète, qu'on chante, et ça a un effet complètement de te laver en fait de ta journée. C'est comme si tu fais reset et tu repars sur une nouvelle aventure le lendemain. Moi, ça me donnait tellement d'énergie que j'en dormais pas, dis donc. Ouais, ça, c'est vrai que ça pousse, quoi, de chanter le soir, ouais. Ça... Mais même toute la journée, tu vois, avec les respirations, tout ça. Ouais. Ah ben oui, ça donne. Et puis le lendemain, j'avais la patate quand même. Ouais. Mais il y en a souvent qui nous disent dans les stages là, qui viennent chez nous, ils disent c'est bizarre, j'ai presque pas dormi, mais j'ai une frite d'enfer. C'est ça. C'est l'énergie, c'est l'énergie qui pousse. Hein, donc, Est-ce qu'il y a moyen d'aller trop fort, trop loin, comme ça, d'un seul coup, on se met à faire ses respirations, on se met à faire tout ça. Est-ce que le corps vraiment arrive à intégrer tout ça? C'est beaucoup finalement en peu de temps, et c'est tellement différent de notre quotidien. Moi, je dirais que c'est exactement comme la Lota. C'est-à-dire que si tu as le bon mode d'emploi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme toute chose, si tu veux, il faut les enseigner. D'abord, il faut que ton enseignant, si tu veux, il est lui-même expérimenté très très loin. Hein, parce que pour passer ça de connaissances, si tu veux, faut en avoir comme ça. Quoi. Mais si tu reçois les bonnes indications, tu vois, Bhastrika par exemple, qui est une autre pratique qu'on a faite aussi, bon là, qui est nettement plus puissante, qui est un vrai pranayama. Ça ne veut pas dire que Kapalbhati n'en est pas un, mais c'est avant tout un Shatkarma, c'est-à-dire une technique de nettoyage, qu'on fait d'ailleurs après avoir pratiqué le Jalaneti. Non, c'est... Oui. C'est l'expire, si tu veux, qui est assez bref. Ouais. Tu vois, l'inspire, tu t'en occupes pas, il fait pas de bruit. Ouais. Et c'est vraiment avec le ventre. Ouais. Ça s'appelle Kapalbhati. C'est un nettoyage en fait de la sphère ici. On dit, la traduction, c'est la technique qui rend le front brillant. Merveilleux. Ouais. On n'est pas. Et puis en plus, pour ceux qui veulent rester jeunes, tu vois, on dit que la Lota, ça permet de nettoyer en fait tous les nadis. C'est-à-dire les canaux subtils, tu vois, comme dans les méridiens d'acupuncture, c'est la même chose, de la tête et du cou. Ça a une action sur tous les centres gris, tu sais, comme la pinéale, l'hypothalamus, le thalamus et tout ça. Ça a une action très forte sur ces noyaux gris centraux du cerveau qui se nettoient avec le temps, avec la Lota. Et donc, ça permet d'avoir une action au niveau physique, physiologique. Ça a une action également sur Ajna Chakra, le Jalaneti. Et quand tu fais après le Kapalbhati, il faut toujours l'associer. Hein. Le Kapalbhati, après, avec ces respirations-là, elles permettent deux choses. Elles permettent déjà de t'assécher le nez. Ah oui, oui. C'est-à-dire d'évacuer peut-être un petit peu tu vois, d'eau, quoi, hein, qui te resterait. C'est ça, pour bien sécher. Bien sécher. Et puis deuxième chose, c'est que comme tu as beaucoup plus d'acuité, et ben en fait, tu vas solliciter Ajna Chakra, le centre psychique, avec Kapalbhati aussi. Donc c'est deux techniques qui travaillent beaucoup sur ce centre-là. Puis franchement, ça prend 2-3 minutes le matin. Tu fais à jeun en te levant. C'est une hygiène de vie en fait. C'est une hygiène de vie. C'est vraiment comme si tu te brosses les dents ou tu prends la douche. Tu vois, on a une hygiène corporelle, il faudrait avoir aussi une hygiène intérieure. Ouais, c'est ça. Bon, ça vient petit à petit, faut pas non plus se mettre la pression. Ouais. Et donc tout à l'heure, j'ai pas fini en fait avec Bhastrika, tu vois, qui est donc une technique de pranayama. Eh bien, là, par contre, il faut vraiment être bien guidé et puis la cadrer. Quoi. Ouais. Tu vois, parce que si tu fais n'importe quoi, tu as des résultats qui peuvent effectivement t'embarquer. Ouais, puis je trouve que maintenant il y a plein de vidéos en ligne, mais c'est vrai que c'est bien quand même de le faire en présentiel aussi, quoi. Parce que là, tu peux surveiller aussi et voir s'il y a des choses. Enfin, moi, je veux dire, j'étais bien contente de j'ai des cours qui sont aussi, enfin, j'ai des journées d'immersion où on démarre, si tu veux, et ça met en place un peu les pratiques, mais là, on y va soft, quoi, tu vois, on y va doucement. Oui, ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend ce qu'on cherche. Et puis quand les gens veulent approfondir, effectivement, le présentiel, c'est quand même top, quoi. Parce que il y a l'énergie qui est là, quoi, tu vois, c'est le fait de pratiquer ensemble. Oui, puis de te rencontrer, t'es un personnage. Tu transmets bien, t'expliques bien. C'est agréable.
tous les maîtres que j'ai rencontrés m'ont tous dit enseigne, enseigne, enseigne. Ouais. Donc ça doit être dans mon dharma de vie, quoi. Ouais, Puis bon, j'ai ça. pas de doute par rapport à ça. Mais dans les rencontres aussi, tu vois, on a parlé tout à l'heure de l'AMT, mais de Maharishi, mais j'ai aussi rencontré un Swami qui, je suis pas resté très longtemps avec lui, mais qui m'a pas mal marqué, c'est Swami Hariharananda Giri, qui est en fait un co-disciple de Yogananda. Il avait comme maître Sri Yukteswar, qui a eu comme disciple un disciple très célèbre, très connu, c'est Yogananda, autobiographie d'un yogi. Ouais, celui qui est venu à l'ouest de la Californie, voilà, en Californie, et qui a enseigné, qui a amené le yoga d'ailleurs. Oui, qui a amené, le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga. Et donc ce Swami Hariharananda était en fait un collègue, je dirais, de Yogananda, qui a appris du même maître. Mais après, ils ont développé d'autres choses. Oui, puis je pense qu'ils n'avaient pas le même destin, si tu veux, en termes d'enseignement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir bosser directement avec lui pendant 2 ans, notamment sur le Kriya Yoga. C'était super intéressant. Que tu dis bosser, c'est quoi? Dans l'ashram? Non, là c'était pas en ashram, c'était vraiment en cours, mais assez régulier, parce que dès qu'il était à un endroit, moi je me déplaçais. Et puis il donnait des initiations directement, si tu veux. Donc là c'est toujours intéressant quand tu peux avoir le contact vraiment direct avec le maître. Et bon après, là pourquoi je suis pas resté en fait, c'est parce que ce Swami qui était très fort en termes de, puis il a un cœur ouvert, quoi, très fort en termes d'énergie, mais intellectuellement c'était pas ça. C'est exactement ça. Dès que tu lui posais une question, en fait il te répondait pas vraiment. Enfin, il te répondait par une autre question, quoi. Non, il te répondait, mais si tu veux, c'était toujours la même réponse. Hein. Ouais. You have just to meditate. Ouais. Tu vois, t'as juste à méditer. Ouais. You are divine, you are God. You are God. Oh, et puis, ok, I go to meditate. Voilà, donc il te ramenait, si tu veux, à la méditation par rapport à ta question. Parce qu'on a tendance, enfin moi je sais que dans mes jeunes années de yogi, j'avais tendance à chercher des solutions. Ouais. Et en fait, les solutions, c'est à toi de les trouver. Par contre, tu peux chercher des outils qui t'aident à trouver les solutions. Tu vois, il y a une grosse différence entre vouloir trouver des solutions. C'est un petit peu comme la pilule qui te permet d'évacuer, je sais pas, tu vois, le mal de tête ou autre. Bon, c'est bien, mais l'origine où elle est, c'est pas la pilule qui va te le donner, tu vois. Elle va t'effacer le symptôme. Eh bien, là, c'est pareil. Tu peux, moi, j'encourage même tous les gens qui nous écoutent à aller vraiment à faire des pratiques, une petite pratique au quotidien, parce que c'est important d'avoir cette hygiène intérieure. Mais ce sont que des outils et ça nous dédouane pas de faire le boulot, quoi. Mais non. De toute façon, là, on est obligé, là. Ouais, là, ça pousse. Hein, hein? Tu trouves que ça pousse? Ah ouais. Les énergies sont là? Ben oui, là on vit quand même une époque assez particulière et puis ça pousse de plus en plus et il faut se bouger, quoi. Il faut se bouger, il faut prendre. Pas rester dans l'enfermement. Oui, ou la victimisation, non, c'est une façon. Bon, c'est toujours délicat parce que c'est vrai quand les gens sont dans la tourmente, ils disent ouais t'es bien gentil, mais enfin tu vois, tu vis pas ce que je vis, quoi. Bon, si peut-être à un autre moment, quoi. Tu vois. Écoute, avec ouverture, ouais. Ah, ça me rappelle encore, puisque tu évoquais un petit peu dans mon parcours, j'ai fait aussi une incursion. Avec un gars vraiment super qui s'appelle Christophe Massin, qui est le gendre d'Arnaud Desjardins. Et en fait, là, c'est des techniques qui ont un petit peu plus d'ordre psychologique pour vraiment plonger dans ta sphère émotionnelle. Et moi, ça a été une période, ça c'était en 94, 95, 96, avant que je parte en Inde. Après, j'ai habité 10 ans en Inde, de 96 à 2007. Dans cette période-là, ça a été vraiment une période justement de grosses difficultés pour moi. Parce que cette plongée, tu vois, pour aller chercher tes dossiers, tu vois, les trucs un peu costauds à l'intérieur, c'est pas facile. Faut être un peu guidé. Et puis c'est vraiment la tourmente, tu vois. Certains parlent de la nuit noire de l'âme, il y en a de plus en plus qui vivent, même de l'esprit.
Ben, là, moi, j'ai traversé, je pense, ma nuit de l'âme pendant 2 années. Hein. Oh là là. Où je pleurais tous les jours, hein, des kilomètres de Kleenex, quoi, tu vois, vraiment des trucs forts. Ah là là, c'est comme si c'était des vies et des vies entières que tu libérais. Ben, après, tu as déjà tellement à faire avec ta vie présente, parce qu'elle est très connectée aussi à des, à des histoires plus anciennes. Mais en fait, tu as déjà tous les ingrédients qui sont là. Tu vois. Et si tu tires le fil, bah, d'une part, c'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Tu sais, c'est comme un travail un petit peu centripète, c'est-à-dire tu tournes autour du pot, tu vois, mais tu sais que tu n'as pas trop le choix. Et c'est là où il faut la ténacité. Ça, c'est la première qualité, je pense, du yogi, c'est en fait de ne pas lâcher l'affaire. Tu vois, d'être tenace. Bon, de temps en temps, hop, tu t'écartes. Hop, tu t'écartes un peu. Bon, il faut que je prenne un peu de respiration parce que là, c'est quand même assez dur. Mais t'y retournes. Et puis. Eh ben, ça sera le mot de la fin. T'y retournes. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et ouais. Ben, merci, Laurent. Ben, merci à toi, Lilou. Pour ce super beau moment. Hein, et puis on va mettre en lien, je mettrai en lien en dessous la vidéo explicative pour la LOTA. On en a parlé un petit peu quand même là, tu as donné quelques explications. Et puis je mettrai les liens de ton site et tout ça, ceux qui veulent en savoir plus. Et, écoutez, et puis tu bouges beaucoup à travers toute la France et plus. Toi maintenant, tu étais parti à La Réunion, en Suisse, au sud de la France, à droite, à gauche, faire des vastos pour les lieux. T'en entraînes, tu formes des gens, c'est bien occupé quand même. Hein. Oui, mais tu sais, en fait tout ça c'est le soin. On dit le vastou, bon, c'est le soin de la maison. Mais pour moi, la méditation, c'est la première des médecines. Parce que c'est tellement holistique, c'est tellement global, ça va aller vraiment dans tous tes recoins. Tu vois. Et donc, vraiment, c'est ça. Praticons, méditer, méditer. Yes, you have just to meditate. Merci Laurent. Merci à toi Lilou. Merci à vous chers co-créateurs, on vous embrasse, merci de partager cette vidéo à ceux que vous pensez qui en trouveront des bénéfices. Hein. Ça fait du bien. N'hésitez pas à partager. Ah ouais, surtout avec ce beau soleil là, je pense que juste le visuel est quand même... Tu crois qu'on va partir là? Ouais. Je crois que là on est presque prêt à marcher sur l'eau là. Avec ce beau lac tout lisse. Ouais. C'est beau. On va vous montrer ce que ça donne en face. Très inspirant d'être ici. On vous embrasse. Gros bisous. On vous embrasse. À bientôt.